Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de TC Média. Mon nom est Dominique Fortier et j'ai à ma gauche M. Frédéric Deroy. Alors bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. Alors en forme, je sais que la semaine dernière, tu n'étais pas avec nous pour cause de maladie. Alors, Oui, Dominique, une grippe d'homme, et oui. c'est scientifiquement prouvé qu'une grippe d'homme est beaucoup plus pire que les grippes de femmes. C'est très plus pire, oui. Oui. Alors, on est content que tu sois de retour en forme avec nous. Certain, moi cher aussi. Frédéric. Et justement, juste pour ton bon plaisir, on commence avec de l'actualité politique. Oui. Ça se passe cette fois-ci à Ottawa. C'est l'honorable ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, qui a eu un échange lors du comité permanent sur les finances avec Pierre-Luc Dussault du Parti néo-démocrate. Elle s'est fait interroger sur les Paradise Papers et notamment sur ce que Justin Trudeau savait à propos de Stephen Bronfman qui est son ex-trésorier, qui avait une fiducie dans les îles Caïmans. Alors, on a un extrait de cet échange à la Chambre de communes et on pourra en parler un petit peu plus par la suite. Merci, Madame la ministre. C'est peut-être la seule occasion que je vais avoir de vous poser des questions sur la situation de M. Bronfman, parce que les libéraux ont refusé ma motion qui visait à faire une étude sur cette situation-là, donc j'espère que j'aurai des réponses. D'abord, est-ce que vous pouvez commenter la situation de M. Bronfman? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est de laisser l'agence faire son travail, puis que toutes les informations relatives aux Paradise Papers sont prises au sérieux par l'Agence du revenu. Non, je comprends. Est-ce que vous pouvez commenter le cas précis de M. Bronfman ou est-ce que vous ne pouvez pas? Je ne peux. La loi m'interdit de commenter aucun cas particulier. L'Agence du revenu reçoit 30 millions de déclarations de revenus par année de particuliers ou d'entreprises, et je ne peux commenter aucune déclaration. Parfait, vous avez répondu à ma question. Vous n'avez pas le droit. La loi vous l'empêche. Quelles sont les conséquences si vous parliez d'un cas précis d'un contribuable? Je pourrais être passible d'emprisonnement. OK. Est-ce que vous savez que le premier ministre a parlé d'un cas précis d'un contribuable? Moi, je suis ministre de l'Agence du revenu. Personne n'est au-dessus des lois. L'Agence du revenu va faire le travail qu'elle a à faire. Puis je peux vous assurer que ça va être exactement de cette façon-là que ça va se faire tant que moi, je vais être en place. Donc, on ne va discuter d'aucun cas particulier. Est-ce que vous avez lancé une enquête sur la déclaration du premier ministre qui pourrait avoir brisé la loi? Moi, je suis ministre de l'Agence du revenu. Je travaille avec les fonctionnaires de l'Agence du revenu. Et ce qu'on a fait, ce que notre gouvernement a fait au cours des 2 dernières années, c'est d'investir près d'1 milliard de dollars pour justement s'attaquer à l'évasion et à l'évitement fiscal. Mais en tant que ministre du Revenu, est-ce que vous êtes la responsable de faire appliquer la loi qui demande à ce que tous les dossiers de contribuables demeurent confidentiels? Tous les dossiers de contribuables sont confidentiels, vont demeurer confidentiels, et je peux vous assurer qu'aucun parlementaire, aucun, ne se mettra les mains dans les dossiers de l'Agence du revenu. D'accord. Vous parlez du premier ministre ici, là. Pardon? Vous parlez du premier ministre en tant que vous êtes un parlementaire? Je parle de tous les parlementaires, dans leur entièreté. Fait qu'on peut s'attendre à des conséquences, comme une peine d'emprisonnement. Que la ministre du Revenu parle d'un dossier en particulier, puis je pense que vous n'aimeriez certainement pas qu'on parle de votre dossier, que le ministre du Revenu parle de votre dossier ou d'un dossier de quelconque parlementaire autour de la table. Ce serait complètement inconcevable. C'est exactement ce que le premier ministre a fait. Il a dit, en se faisant questionner sur M. Bronfman, il a dit qu'il était satisfait de ses réponses et de la structure fiscale qu'il avait mis en place aux îles Caïmans. Et il l'a blanchi en 2 temps, 3 mouvements, en une phrase. Alors, j'espère... En tout cas, on a hâte d'avoir des résultats sur l'enquête que vous allez mener sur M. le Premier ministre. Alors, c'était le député Pierre-Luc Dussault qui cuisinait le ministre Leboutillier sur le fait de commenter publiquement
un cas qui est à l'Agence du revenu. Dans ce cas-ci, c'est le premier ministre Justin Trudeau qui est visé pour avoir dit ouvertement et publiquement que son ex-trésorier Stephen Bronfman, il n'avait rien à se reprocher et qu'il était satisfait de la fiducie, de la structure financière de sa fiducie au îles Caïmans. Alors, tes impressions sur cet échange? Cuisiner, c'est le bon terme. Hein? Madame Leboutier l'a pas eu facile avec ses questions. C'était très insistant, mais en même temps, c'était très pertinent. J'avoue que l'idée me plaît de voir M. Trudeau en prison. Blague à part, s'il y a une loi qui interdit les parlementaires de discuter publiquement des dossiers de l'Agence du revenu, alors ça s'applique aussi à M. Trudeau. Par contre, Mme Leboutier n'était pas très à l'aise dans le contexte. Mais les lois sont là, les règles du jeu sont là, alors j'ai hâte de voir s'il va y avoir suite. Le jeune député très bien préparé, très calme, insistait, mais d'une façon très professionnelle. Donc, c'était quand même un bel échange. Ça nous change des fois des périodes de questions où on se lance des insultes à la tête. Donc, un échange corsé, mais cordial. Alors, j'ai hâte de voir la suite des choses. Et divertissant, si on peut le dire. Oui, ben oui. Alors, on passe cette fois-ci à une autre nouvelle. C'est du côté de Saint-Maxime du Mont-Louis. On sait que les grandes marées font toujours beaucoup de dégâts et aussitôt qu'on a des changements de température et que la mer se déchaîne, ça donne des résultats comme on voit à l'écran. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la halte Lyon à Mont-Louis. C'est situé tout juste à côté de la petite cantine en plein centre-ville. Alors, encore une fois, la mer s'est déchaînée et a emporté une partie de la clôture et des bancs qui étaient sur le bord de la halte. Alors, le maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Guy Bernatchez, s'est dit désolé de voir l'endroit touché encore une fois. Il ajoute que ça s'est passé déjà dans un passé pas si lointain. Cette fois-ci, c'est encore plus de dommages qui sont subis. Et c'est important, cette halte-là, puisque plusieurs touristes s'y arrêtent. C'est aussi important pour les gens de l'endroit. Alors, la halte qui est située sur une parcelle de terrain louée par le gouvernement au Club Lyon. Alors, ce qu'on voit là, c'est le Club Lyon qui doit l'entretenir. Et le maire de Mont-Louis, M. Bernatchez, a dit qu'il allait aider, évidemment, le Club Lyon à rebâtir une partie de la halte, du moins nettoyer les dégâts. Et par la suite, il y aura des travaux qui seront faits, mais évidemment, on ne peut pas les faire tout de suite, puisque n'enroche pas qui veut. Je pense que certains peuvent vous en donner. Oui, mais il serait intéressant, on a commencé les travaux à Percé pour redonner un peu de corps à la plage. Donc, on a mis des galets parce que c'est des plages de galets à Percé. Et les dernières grandes marées qu'il y a eu, il y a peut-être un mois, a prouvé que le système fonctionnait. Donc, les vagues cassaient avant d'arriver jusqu'à la berge. Donc, peut-être que ce serait intéressant d'analyser le fait de réensabler la plage, de redonner un peu plus de corps à la plage, ce qui éviterait peut-être les vagues de venir jusqu'à la halte. L'enrochement n'est pas toujours la solution. Il y a eu plusieurs rapports scientifiques de fait là-dessus. Donc là, ce qui se passe à Percé peut donner l'exemple pour d'autres plages, d'autres environnements à protéger. Donc, ça va être intéressant de voir si on peut faire des parallèles et pas toujours de l'enrochement, parce que l'enrochement a ses contres aussi. On bloque soit l'accès à la plage ou c'est pas toujours chic comme point de vue visuel, et on sait que le tourisme est important en Gaspésie. Donc, moi, je pense qu'il faudrait analyser ce qui se fait à Percé pour voir si c'est applicable en Haute-Gaspésie. Ça serait intéressant pour garder l'effet naturel aussi de la plage et de ne pas avoir à reconstruire la halte à chaque fois qu'il y a des grandes marées. Effectivement. Mais là, ce que M. Bernatchez nous disait, c'est qu'avec les travaux qui seront effectués par Transport Canada sur le quai Vétuste de Mont-Louis, de l'autre côté, du côté de la Pointe-Sec, alors on pense que cet enrochement-là, qui devrait être un petit peu plus long, donc un peu comme c'était autrefois au niveau de la longueur, alors ça pourrait protéger une partie de la halte. Donc, on veut attendre la fin de ces travaux-là avant de voir qu'est-ce qu'on fera au niveau de la halte. Alors, un autre dossier à suivre, mais comme tu dis, il y a des solutions qui doivent être envisagées, différentes solutions. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a de la misère à les mettre en application, puisque la réglementation oblige. Ça me fait penser, je rencontrais M. Dominique Roy, le maire des Méchins, hier, puis il me parlait d'un petit chemin dans le village qui, justement, avait un petit enrochement de chaque côté du chemin qui protégeait, justement. Et là, l'enrochement est complètement parti et le chemin risque d'être emporté
par la petite rivière. Donc, il a demandé de pouvoir faire exécuter des travaux. Et ça serait peut-être mettre 2 grosses roches géantes, tout simplement pour combler le petit ruisseau et empêcher. Mais là, l'environnement lui indique, le ministère de l'Environnement lui indique qu'ils iront analyser le dossier l'été prochain. Oui, puis si on veut s'amuser à faire des parallèles ou à analyser, Captcha a été des années à attendre des nouvelles du ministère de l'Environnement, justement, par rapport à sa rivière. Et c'en est venu au point où le conseil de ville a pris une décision qui peut maintenant leur coûter cher. Par contre, les démarches avaient été faites depuis plusieurs années de Captcha auprès du ministère de l'Environnement. Donc, des fois, on est un peu pris dans le processus de la machine. Donc, c'est ce qui peut être triste. Puis d'autres fois, c'est juste une question d'argent. Donc, on se sent bien loin, bien seul, des fois, en Haute-Gaspésie par rapport à tous ces dossiers-là. Mais il faut pas lâcher. Effectivement. Alors, on verra qu'est-ce qui va en découler. On aura sûrement des nouvelles. On verra un petit peu l'état de la situation du monde au printemps prochain. Parce que les on vagues, va le savoir. Oui, c'est ça. On va le voir et on va le vivre. Alors, on revient un petit peu sur le dossier de la protection du caribou dans les Chic-Chocs versus randonneurs, chasseurs, skieurs hors piste. Alors, cette fois-ci, c'est le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, qui joint sa voix à ceux qui estiment que la protection du caribou ne doit pas être la seule préoccupation du gouvernement du Québec en ce qui a trait à l'accès aux Chic-Chocs. Alors, selon Simon Deschênes, la région a mis beaucoup d'efforts pour développer la motoneige, le ski hors piste. Alors, il trouve ça déplorable que la protection du caribou semble être la seule préoccupation du ministère. Il joint sa voix aussi à Gaétan Lelièvre qui disait que les différents ministères, tourisme, faune et parc, ne semblent pas communiquer ensemble. Donc, au final, on a des orientations parallèles, mais qui ne sont pas nécessairement compatibles ensemble et qui clashent au final. Ouais. Et ce sont les gens qui veulent avoir accès au Chic-Choc, ceux qui fréquentent ces sites-là, qui se trouvent à payer le prix. Alors, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'une table de concertation rapide se fasse avant la prochaine saison de ski qui devrait débuter sous peu. Alors, histoire que les gens sachent à quoi s'en tenir et qu'on ait une stratégie commune à mettre sur la table. Et ce qu'il disait de plus, c'est qu'il ne faut pas attendre un nouveau schéma d'aménagement qui, selon lui, serait 2 fois plus restrictif au niveau de l'accès. Donc, il dit, s'il y a des chemins à réouvrir, rouvrons-les dès maintenant. N'attendons pas un schéma qui nous empêchera absolument d'ouvrir quoi que ce soit et qui sera en vigueur pour de plusieurs années à venir. Oui, on a l'impression des fois, tu sais, il y a eu un film de produit, je pense que tu en as parlé aussi dans les articles. Notre neige souillée. C'est en plein ça. Donc, c'est un sujet que j'ai des amis skieurs qui me parlaient depuis quelque temps, comme quoi c'était des fois difficile d'avoir accès à notre terrain de jeu en arrière-pays pour aller faire du ski. Le ski hors piste qui est de plus en plus populaire et qui peut être un créneau très intéressant à développer par rapport au tourisme hivernal. Il va falloir qu'on considère le tourisme, c'est comme une espèce de ressource naturelle dans le sens que ça utilise, tu sais, comme la neige, nos montagnes, etc. Ça a autant de valeur que de couper des arbres, tant qu'à moi. Donc, il y a un potentiel économique là. Et le ski hors piste, si c'est bien encadré, c'est pas quelque chose qui est très dommageable pour la nature. Donc, on utilise... Ils vont rarement user un secteur. Au contraire, ils veulent avoir accès à de la neige, de la neige neuve, des secteurs pas trop utilisés. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas une grosse empreinte écologique. Donc là, il faut juste s'assurer que s'il arrive un accident, on est en mesure d'aller chercher ces skieurs-là. Ça, c'est une chose. Mais de laisser accès à un terrain de jeu incroyable qu'on a, on peut être un point d'intérêt mondial avec les Chic-Chocs par rapport au ski hors piste. Mais il faut qu'on puisse ouvrir quelques secteurs. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que les randonneurs et les skieurs vont faire exprès pour déranger le caribou ou au contraire feront preuve de réserve et de respect? Moi, je suis convaincu que si on dit aux skieurs, on vous laisse aller skier à tel endroit, mais s'il vous plaît, essayez de contenir un peu vos cris de joie, ou parce qu'on disait que les cris des skieurs pouvaient être associés à des prédateurs pour le caribou. Bon, je laisse le bénéfice du doute, là. Je ne suis pas un expert en caribou. Ni en cri de joie. Ni en cri de joie. Mais je suis convaincu qu'à choisir entre ne pas skier un secteur ou d'être un peu plus silencieux dans son ski, les skieurs vont choisir de contenir quelques cris pour avoir accès au parc. Donc, il reste juste, comme tu disais tantôt, à ce que les grands joueurs se parlent.
Donc, on ne peut pas arrêter la coupe d'arbres. C'est un secteur économique qui est quand même classique et important en Gaspésie, mais ça serait totalement injuste et totalement illogique de bloquer le développement du ski hors-piste quand on dit qu'il faut améliorer notre tourisme hivernal en Gaspésie. Donc, en voilà un secteur à développer, que tout le monde est comme un peu sur les freins parce qu'on n'a pas accès au territoire, mais on sait très bien qu'il y a un potentiel énorme qui est là. On ne parle pas d'aller faire de la motoneige d'un chic-choc, c'est pas ça. On parle de skieurs, donc ça peut être relativement très silencieux et très respectueux. Mais s'il n'y a pas de discussion qui se font, puis s'il n'y a pas d'encadrement ou de « voilà, on vous donne le secteur, mais voilà comment vous devez agir », on n'est même pas rendu là. Hein, donc, c'est crucial qu'il y ait des discussions pour qu'on puisse développer le ski hors-piste dans les chic-chocs. Ça, c'est évident. Et sur ça, mon cher Frédéric, on prend une courte pause et on revient avec la suite du bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est ma jambe quand elle avait 3 ans, 4 ans. J'ai 5 ans et 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, toujours en compagnie de Dominique Fortier et de seul et unique Frédéric Deroy. Eh oui. Alors, Frédéric, l'autre soir, à la Maison de la Culture, plus précisément à la Bibliothèque Blanche à la Montagne de Saint-Anne-des-Monts, Joanne Vallée sortait son tout premier livre intitulé « Ma vie, mon enfer ». Alors, Joanne Vallée, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est la fille de Victorien Vallée et de Claudette Servant, ce couple qui a été froidement assassiné en 1995 dans leur résidence à Tourelle. Alors, Madame Vallée est leur fille et elle a décidé de se libérer un petit peu de tout le fardeau et de toute la peine et toute la frustration qui a pu naître en elle et qui s'est perpétuée au fil des 22 dernières années, puisqu'on le sait, le ou les assassins de ses parents n'ont jamais été épinglés. On a souvent dit au niveau de la Sûreté du Québec qu'on se rapprochait d'un dénouement. On avait retrouvé la voiture, on avait retrouvé les corps, il y avait plusieurs indices, mais on n'arrivait pas, disait-on, à trouver le coupable, à avoir la preuve qu'il fallait pour mettre fin à cette enquête-là. Alors, elle est toujours en cours. C'est rendu un cold case que il n'y a aucune enquête nouvelle qui a été réouverte par la suite au moment où on se parle. Alors, pour Mme Vallée, c'était un petit peu faire la paix avec ça, en même temps se défouler un petit peu de tout ce qu'elle a vécu, exprimer ça en mots, toutes les émotions conflictuelles qu'elle a pu avoir au fil des années, et peut-être en même temps que des gens pourraient se délier la langue s'il y aurait des témoins, parce que c'est un peu ce qu'elle dit au moment où ça s'est passé. C'est dans un tout petit village, dans un tout petit quartier. On s'entend qu'il y a beaucoup de gens aux alentours, il y a des voisins, ils disent pourquoi il n'y a personne qui a été de l'avant, pourquoi il n'y a pas de témoins dans tout ça. Alors, voilà un petit peu ce qu'on peut apprendre dans le livre « Ma vie, mon enfer » de Joanne Vallée. Oui, une situation qui doit être assez frustrante et triste. Donc, on souhaite que l'enquête débloque. Il y a eu quelques sursauts de temps en temps. Je crois des fois la SQ se réintéressait au dossier, mais sans conclusion. Et c'est sûr que étant dans des petits milieux, il y a toujours des rumeurs qui courent. On peut plus ou moins pointer du doigt, mais c'est les questions de preuve. Donc, il doit y avoir ce côté un peu de frustration-là. Donc, en espérant que ça aide au processus de deuil de madame. Et voilà. Alors, évidemment, on peut contacter Joanne Vallée en privé par Facebook pour ceux qui voudraient se procurer son livre.
Pardon. Prochaine nouvelle, 3 jeunes Haut-Gaspésiens se sont mérités des bourses d'études allant de 1 000 à 5 000 $. C'est pour souligner leur parcours scolaire, les encourager à persévérer dans leur champ d'expertise. Alors, le plus grand récipiendaire de cette bourse octroyée par le Fonds Gérard Delévesque, et on le voit à l'écran, c'est le violoniste et chef d'orchestre Anne Montois, Frédéric Alexandre Michaud, maintenant vedette du banquier. Oui, en plus. Qui avait participé dans un spécial orchestre symphonique. Il avait eu la chance de rencontrer Kent Nagano, d'ailleurs. Et Frédéric Alexandre, qui fait également partie du collectif musical Le Chir, qui a déjà un album complet à son actif, plus un EP, un mini-album. Donc, il est très, très impliqué dans son milieu. Il fait beaucoup de spectacles, beaucoup de sorties avec les différents orchestres. Alors, il a été aussi cité l'an dernier comme étant l'un des meilleurs jeunes talents classiques selon un critique Canada, de Radio-Canada. Oui, c'est ça exactement. Alors, il se mérite une bourse de 5 000 $ et ça, c'est pour compléter sa maîtrise à l'université McGill. Oui, moi, ce qui m'impressionne dans les derniers temps, par rapport à la musique, là, à Haute-Gaspésie, on a eu 2 artistes récompensés dernièrement, Patrice Michaud et Claude Pelgag. Et là, M. Michaud, dans le classique comme ça, qui a une bourse. Donc, on voit que provenant d'une petite région, il n'y a rien à voir de où on provient, dans le fond. En mettant l'effort, on peut aller chercher le top. Oui. Donc, il y a de quoi être fier pour la région de voir que nos jeunes sont capables d'aller percer et de devenir des individus qui sont dans la crème, là. Alors, moi, je trouve ça vraiment... c'est des beaux modèles pour les jeunes et ça prouve que des fois, on a l'impression qu'il faut être en ville pour percer ou il faut provenir de la ville pour avoir accès à ci ou à ça, mais... Non. Dans les meilleurs, dernièrement, c'est des noms de la Haute-Gaspésie qui sortent. Donc, il faut être fier. Il faudrait aussi ajouter Steve Marin, Oui. l'âne Montoiseau capchatien, qui lui a remporté justement un prix de la Socan pour les chansons qu'il écrit pour les Deux Frères. Alors, les Deux Frères, qui est un groupe très populaire, et Oui. si on aime ses chansons, ben, c'est un petit gars de Saint-Anne-des-Monts / Capcha qui est derrière ça. Là. Et voilà. Donc, la Haute-Gaspésie a un fort potentiel, on dirait, en musique, là, en tout cas, ce qui ressort dans les dernières années. Mais c'est ça, ça reste des beaux modèles positifs pour Oui. les jeunes qui sont à l'école présentement et qui doivent se rendre compte qu'avec l'effort, on a tout ce qu'il faut ici là, pour réussir et percer. Et il y a aussi 2 autres récipiendaires de la Haute-Gaspésie Oui. à ces bourses-là. Il y avait Catherine Saint-Pierre, c'est une autre Anne Montoise. Elle suit un cours à l'université au baccalauréat en vue de devenir neuropsychologue. Alors, quand même, ce n'est pas piqué des vers. Et moi, je connaissais Catherine Saint-Pierre. Je l'avais vue performer, notamment lorsqu'elle participait à Secondaire à spectacle avec son groupe Marguerite et les Bêtes Féroces. Et c'est ça, elle était la chanteuse et c'était quand même une belle performance qui lui avait permis de se rendre jusqu'au Pan québécois. Alors, Mme Saint-Pierre, elle entend revenir dans son coin de pays pour poursuivre son engagement dans sa communauté. Elle le fait déjà auprès des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Elle se mérite une bourse de 1 500 $. Et finalement, Tania Proux de Capcha, qui remporte une bourse de 500 $ pour son parcours collégial technique en comptabilité et en gestion. Alors, elle étudie actuellement au campus de Gaspé de la Gaspésie. Bravo à tous ces jeunes de la Haute-Gaspésie. C'est très inspirant. Tout à fait. L'Arbre généreux. On sait c'est quoi? C'est un beau projet initié en 2012, Louiselle Serment et Jenny Lévesque. Alors, c'est pas compliqué. Ça se passe au Délices de la Mer. C'est, pardonnez-moi, je vais trouver... oui, c'est jusqu'au 18 décembre, dans le fond. Je crois que ça commence le 8 jusqu'au 18. C'est une période de 10 jours. On se rend au Délices de la Mer. On prend le nom d'un jeune avec le cadeau qu'il désire. On va faire l'achat du cadeau, on l'emballe, on le ramène au Délices de la Mer et il est ensuite distribué à ces jeunes-là. C'est une merveilleuse idée. Et moi, j'aurais, dans le fond, on peut prendre un jeune, on peut en prendre 2, on peut en prendre 3. Donc, il y a des ados aussi. Donc, c'est comme tes petits chatons. Hein? On a toujours tendance à choisir les plus jeunes. Mais les ados, eux aussi, ont besoin d'un peu de chaleur et de gaieté dans le temps des fêtes.
Donc, si vous voulez prendre 2 jeunes, ben prenez un jeune et un ado. Hein. Les ados, il faut les aimer, ces petites bêtes-là aussi. Tout à fait. Donc, alors voilà. Donc, soyez généreux. Moi, chaque année, j'offre un petit quelque chose. On se garde tout le temps une petite partie budget pour faire un cadeau. Donc, c'est des cadeaux, je pense, de à peu près 25-30 $. Et voilà, c'est pas plus que ça. C'est le plaisir que ça donne et le réconfort que ça peut donner, ça vaut amplement cette petite somme-là. Exactement. Et on peut peut-être mentionner rapidement que les organismes Carrefour Ressources, le Centre Louise-Amélie, le Centre de pédiatrie sociale de Haute-Gaspésie, l'Office municipal de Capcha et le Centre d'action bénévole font tous partie des partenaires, ainsi qu'évidemment les écoles primaires de la Haute-Gaspésie. Alors, samedi soir dernier, c'était une grande soirée à Mont-Saint-Pierre. On célébrait le 75e anniversaire du Cercle de fermières de Mont-Saint-Pierre. Il y avait environ 90 personnes qui étaient présentes pour la fête. Alors, le Cercle de fermières de Mont-Saint-Pierre, ça a débuté en 1942. C'est alors une jeune femme de 17 ans du nom de Régina Mercier qui a décidé de lancer le Cercle de fermières de Mont-Saint-Pierre, puisque le plus proche était à Mont-Louis. Alors, on en voulait un pour la municipalité. C'était chose faite. 42 femmes, à l'époque, y avaient adhéré. Et aujourd'hui, on parle toujours de 25 femmes, 25 fermières qui sont actives au sein du groupe. Oui. Et pour savoir un peu ce que les fermières font, alors ils s'impliquent, ils organisent des soupes communautaires, ils font du tricot, ils participent bénévolement à toutes sortes d'activités dans la communauté. Il y a ce souper traditionnel qui se fait à chaque année. Donc, beaucoup d'implications. Ils sont toujours prêts à attendre, à mettre la main à la pâte pour aider leurs concitoyens. Alors, un beau petit salut aux fermières de Mont-Saint-Pierre. Est-ce que tu as constaté qu'il y avait un peu de relève, Dominique, dans le cercle des fermières, ou c'était quand même des dames d'expérience qui formaient le... Ben, beaucoup de dames d'expérience, oui, mais évidemment, on tente d'encourager la relève, mais je pense qu'avec encore 25 personnes, je pense que ça peut donner un petit peu un boost et la bonne idée aux jeunes de s'impliquer, parce que dans le fond, c'est de transmettre et de perpétuer les connaissances et la tradition. Oui. Donc, si on ne veut pas que ça se perde, les jeunes doivent s'impliquer. Oui, les fermières qui détiennent des connaissances par rapport à le tissage, tricot, etc., des choses qui, de plus en plus, se perdent un peu parce que c'est plus nécessairement la majorité, je veux dire des femmes, parce que c'était beaucoup eux dans le temps qui tissaient et qui tricotaient, etc. Donc, toutes des techniques qui ont tendance à disparaître, utiliser un métier à tisser et tout, là, donc pour transmettre un peu les connaissances traditionnelles et la culture un peu de notre région, ben ça serait intéressant que quelques jeunes s'y intéressent. Oui. J'en connais pas beaucoup, mais j'ai quelques jeunes femmes là, qui font partie de cercle de fermières, plus dans le coin de Capcha. Mais il peut y avoir de la relève et ça serait intéressant vraiment là, d'aller chercher cette connaissance-là et de garder la culture vivante comme ça. Tout à fait. Alors, mon cher Frédéric, l'émission tire déjà à sa fin. Il nous reste quelques minutes, premièrement, pour vous rappeler que nous avons toujours besoin de familles d'accueil pour des petits chats et chatons. Alors, ceux que j'ai chez moi en ce moment n'ont pas plus que 5 mois. Alors, ils sont, somme toute, quand même assez jeunes. Donc, ils attendent évidemment une famille permanente. Vous pouvez m'appeler au 88 786 91 07. Alors, on en a plusieurs de disponibles. Sinon, vous pouvez appeler Manon Parent au 764 69 04. Il manque également de matériaux pour le refuge. Alors, appelez-la. Elle va vous faire un plaisir de vous dire de quoi elle a besoin. Et Frédéric, oui, je vois tes yeux qui me disent, mais que faire en fin de semaine? Mais oui, Dominique, je me le demandais. Alors voilà, je vais te tenir au courant de ce qui se passe pour les prochains jours. Alors, le Centre d'action bénévole des Chic-Chocs invite les proches aidants de la région à un café-causerie qui se tiendra le vendredi 1er décembre de 13h30 à 15h30 au pub chez Basse. On peut contacter Jenny pour de plus amples informations, 763-7038, poste 105. Également, le vendredi 1er décembre, après le café-causerie, oui, on se rend au local des Chevaliers de Colomb pour un souper des amateurs, 17h30, poulet barbecue, soupe, dessert au menu. Le tout sera suivi par une soirée de danse. Le 2 et 3 décembre, marché de Noël de Capcha à l'Arena de Capcha de 10h à 15h. Pour information, on peut appeler Diane au 786-22-23. Il y aura également un souper de Noël le samedi 2 décembre à 17h30 au Club des 50 ans et plus des Capucins, suivi d'une soirée de danse avec Manon et Gaétan, non, avec
Jean-Pierre, cette fois-ci. Le souper inclut une coupe de vin et un buffet froid. Un tirage de panier aux provisions se tiendra pendant la soirée. Pour information, on appelle Jocelyne au 88 786 5109. Et on vous rappelle que le cinéma des Jamais Vus présente le film Ava le mardi 5 décembre à 13h30 en formule Cinémaman et le mercredi 6 décembre à 19h, à la Maison de la Culture de Sainte-Anne-des-Monts. Sur ce, mon nom est Dominique Fortier. Merci infiniment Frédéric Deroy. Toujours un plaisir, Dominique. Et on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut.